Bonsoir et bienvenue sur le front. Nous sommes dans le Var, au milieu de ce paysage calciné. On a tous été marqués cet été par le gigantesque incendie qui a dévasté 7000 hectares dans ce département, une surface équivalente à la ville de Nice. Alors on va s'intéresser ce soir au phénomène qui multiplie et accélère ces catastrophes, la sécheresse. Vous avez l'impression d'avoir vécu un été pourri et pourtant, des rivières se retrouvent à sec, des Français ont été privés d'eau courante et les restrictions ont touché un tiers des départements. Pas seulement dans le sud de la France d'ailleurs, vous allez être surpris en découvrant les régions les plus menacées. Face à la pénurie, des ingénieurs cherchent des solutions et développent des projets fous. Certains d'entre vous vont peut-être bientôt boire de l'eau recyclée qui viendra de nos toilettes. Partout en France, des citoyens se mobilisent pour protéger cette ressource si précieuse et des conflits apparaissent. Je vous emmène ce soir sur le front de la guerre de l'eau. Dans pas longtemps, on va entendre les canons gronder. Ah ouais? Ah oui, quand même. Oh! Voyage à la découverte des canons anti-grêle. Des apprentis sorciers rêvent de faire la pluie et le beau temps. Ils ciblent les nuages pour changer la météo. Le manque d'eau crée déjà des conflits autour des forages ou autour de ces gigantesques bassines destinées à l'irrigation. Une institutrice à la retraite est prête à bloquer les travaux. Elle s'appelle Agnès. Dès mi-avril, nous avions déjà des restrictions d'irrigation. Une scientifique, Emma, nous emmène dans un village privé d'eau potable. Elle veut alerter les Français pour que nous anticipions les problèmes à venir. Cet été a sonné comme un avertissement. Des pluies diluviennes par endroits, alors qu'ailleurs, des rivières sont à sec. Des maisons se fissurent et les feux de forêt se multiplient. On a 5 ans pour agir. On n'a pas jusqu'en 2050. Nous allons nous faufiler pour assister au recul de nos nappes phréatiques. La France cherche déjà de nouvelles réserves. Cette antenne embarquée cartographie notre sous-sol. Toute la problématique, elle est là, éviter une guerre de l'eau. L'immeuble qui économise l'eau vient de sortir de terre. C'est une douche à recyclage à circuit fermé. Et un département français envisage de récupérer nos eaux usées. Peur que ça ressemble pas à de l'or bleu, mais plutôt de l'or noir, ouais. Pour qu'une fois nettoyée, on puisse à nouveau la boire. On trinque au futur de l'eau recyclée. Santé. Santé. Qui imagine qu'en 2021, des Français vivent au mois d'août au rythme des coupures d'eau? C'est pourtant le cas, dans l'Aude. Nous partons à Durban-Corbière, sur les hauteurs de ce petit fleuve asséché. Plus d'eau. Là, ce matin, encore une fois, plus d'eau. Une scientifique nous y attend. Elle veut que tout le monde soit au courant de ce qu'il se passe ici, pour provoquer une prise de conscience. Le souci, c'est pas tellement le fait qu'on ait un fleuve qui soit à sec, parce que ça, on est habitué, on est en contexte méditerranéen. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dessous, tu as une nappe et il n'y a plus assez de réserves pour permettre une alimentation en eau potable de la population. Je m'appelle Emma Aziza, je suis hydrologue. L'eau la plus précieuse pour moi, c'est l'eau des sources, parce que c'est celle qui est encore le plus pure, qui nous est donnée comme un cadeau. Je cherche à trouver des solutions pour adapter les territoires face au risque de sécheresse. Regardez ici, c'est le manque de pluie par rapport à une année normale. Et ça se passe pas en Afrique, ça se passe pas en Inde, ça s'est passé en France. Les choses sont en train de se dérouler à une telle vitesse qu'on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme. Il y a des solutions, il faut les tester tout de suite, parce qu'en fait, on n'a juste pas le choix. À Durban-Corbière, la sécheresse est tellement forte que certains jours, pour éviter la pénurie totale, la mairie n'a pas le choix. Elle doit faire venir de l'eau par camion-citerne depuis les villages voisins. Et c'est là-bas que ça se passe. Ce poids lourd a fait 30 allers-retours cet été. Et ce sont les communes voisines qui ont accepté d'offrir une partie de leurs réserves d'eau. Heureusement que tu t'es organisé. On a trouvé un nouveau système pour l'été. Donc par contre, j'ai que de l'eau froide. Hein. C'est pas grave. C'est un système de pompe à camping-car, donc qui est branché sur le secteur, qui nous met de la pression. Oui.
C'est frais, excuse-moi, hein, je suis désolée. Hein. J'ai plus d'eau. C'est fini. Mon bidon est vide. La coiffeuse fait des stocks, comme tous les habitants, pour ne pas finir à sec pendant les coupures, le plus souvent l'après-midi ou la nuit. Emma Aziza est venue observer leur façon de s'adapter. Finalement, aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît pas fou, en 2021, de vous retrouver en fait en France avec de l'eau qui ne coule plus dans votre robinet? À notre époque, d'être aussi dépendante de la nature, quelque part, on s'aperçoit qu'on n'est pas grand-chose. Vulnérable, en fait. On est vulnérable. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Ouais, c'est très joli votre village. Hein. Merci. C'est pas trop compliqué avec l'eau? Beaucoup. Ouais. Vous avez grandi ici? Oui. Comment ça a évolué la situation de l'eau depuis que vous êtes enfant? Ouais, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait un ruisseau en bas où il y avait toujours de l'eau. Ouais. On avait l'habitude d'entendre les crapauds et les grenouilles le soir. Là, on n'entend plus rien. On peut plus arroser. Les légumes et tout? Oui. Ouais. Il y avait quoi comme légumes avant? Des courgettes, des haricots. Et tout ça, c'est mort aujourd'hui? Oui, parce que la rivière est tout à sec. Ouais, c'est vrai que quand on tourne le robinet, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte, quoi. C'est ça. On entend juste le grincement du robinet. Là, le petit panneau eau potable, c'est un vestige du passé, quoi. Elle tient à nous montrer l'endroit où elle se baignait l'été, quand elle était petite. Là, il y avait la cascade? Là, il y a la cascade. Et normalement, l'eau s'étend jusque-là, au niveau des rochers. Là, on était dans la mare, en fait, enfin, dans l'eau. Là, oui, là, vous êtes... normalement, on serait dans l'eau jusqu'au cou, voire plus. Ça vous fait quoi de voir cet endroit comme ça? Franchement, ça me fait de la peine. Hein. Sur les 6 premiers mois de l'année, il est tombé ici, en tout, 15 cm d'eau. C'est 3 fois moins que d'habitude. Voir ça, ça m'inquiète parce qu'on voit vraiment qu'on est en train de changer de système. En fait, on voit qu'on est en train de passer dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas. Sur certains mois de l'année, de plus en plus, on arrive sur des situations qui s'approchent de ce que l'on peut vivre dans les pays semi-arides à arides. Et donc ça, c'est une réalité. Les gens qui regardent ces images, ils vont se dire « Non mais attendez, ils se moquent du monde, on a eu de la pluie tout l'été, on a eu un été pourri, qu'on vienne pas nous parler de sécheresse. » Pourquoi? Parce qu'en fait, quasiment toute la France a été arrosée, mais il y a toute une partie de la France, notamment les Pyrénées-Orientales et l'Aude, qui a continué à subir la même sécheresse qui s'est déroulée sur ces 4 dernières années. Ce petit fleuve à sec, nous aurions aimé que ce soit un cas particulier, une exception géologique. Mais c'est hélas de plus en plus fréquent en France. Dans ce département, il y a 12 cas similaires. Et dans le reste du pays, plus de 500 cours d'eau se sont retrouvés en partie à sec au mois d'août. Ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'eau, alors que ce pont, en 99, il a été rasé à cause d'une énorme crue. Tu avais 10 mètres de hauteur d'eau. 10 mètres? Ah oui. Ça peut paraître complètement improbable. Donc en fait, on alterne tout le temps entre pas assez d'eau ou trop d'eau. Donc on est tout le temps entre le pas ou le trop. Et donc c'est ça, ce nouveau monde dans lequel on est en train d'arriver. Et c'est ça, ce à quoi il faut se préparer. Le phénomène ne touche donc pas que le sud de la France. Loin de là. Si vous habitez au Sables d'Olonne, au bord de l'Atlantique, vous vous imaginez peut-être à l'abri. Eh bien, détrompez-vous. Sur cette plage, ne cherchez plus les douches. Elles ont été supprimées par la ville pour préserver la ressource. Car le département a bien du mal à alimenter tous les robinets en plein cœur de la saison touristique. À tel point qu'un homme s'est lancé dans un projet ambitieux, une première en France et même en Europe. Il dirige le service public de l'eau potable en Vendée. Et il veut convaincre les habitants avec une idée à première vue rebutante. Joli panorama, hein. Là, tu découvres la Vendée. Vu d'ici, la Vendée a l'air super verte. On ne se doute pas un instant qu'il y a un problème d'eau ici. Le problème, c'est qu'on est très limité. Aujourd'hui, on a 55 millions de mètres cubes qui sont stockés dans les barrages et on prélève toute cette ressource. 100%. 100%, c'est-à-dire qu'en 2020, on a stocké 55 millions de mètres cubes et on a prélevé 55 millions de mètres cubes. Ce qui fait qu'il faut chercher d'autres solutions. Je suis Jérôme Bortoli. L'eau est un bien très précieux et je veux convaincre qu'il faut absolument la réutiliser.
Quand il dit réutiliser l'eau, il parle de celle-ci, celle des stations d'épuration, qui sort directement de nos éviers, de nos baignoires, de nos toilettes aussi. Il veut les traiter et les réinjecter dans le réseau d'eau potable. Quand on voit ça, c'est quand même difficile à croire que les Vendéens vont un jour boire de l'eau issue de celle-là. Pour l'instant, quand elle sort d'ici, elle est rejetée dans le milieu naturel. Demain, elle rejoindra une usine d'affinage. Les travaux commenceront dans quelques semaines. Ah, c'est pas très appétissant. Hein. Ça ressemble pas à de l'or bleu, mais plutôt de l'or noir, oui. Cette eau, elle est rejetée dans l'océan Atlantique. Elle est perdue en mer. Pour la consommation humaine. Pour la consommation humaine. Alors que nous, on en a besoin aujourd'hui, ici en Vendée. Ça paraît difficilement croyable quand on regarde là. Tout à fait. Et moi-même, qui suis le plus grand promoteur de ce projet, je résiste mal à l'effet Burke de cette eau aussi. Mais derrière cette boue, il faut voir la goutte d'eau pure que vous aviez au robinet quelques heures avant qu'elle se retrouve ici. C'est un trésor, ce qu'on a là autour de nous, cette eau. Ben oui, c'est un trésor. Ce gisement d'eau usée correspond presque exactement à ce qu'on a besoin en termes d'eau potable. C'est une solution du futur. C'est un sacré pari, car il reste un obstacle, de taille. Aucune loi ne l'autorise. Pour le moment, il est interdit de consommer de l'eau recyclée pour protéger notre santé. Alors Jérôme espère faire changer la législation, en apportant la preuve que c'est sans danger. Une fois que l'eau sera purifiée dans son usine flambant neuve, elle atterrira ici, au niveau de ce barrage. Donc c'est ici que l'eau usée recyclée va arriver pour une dernière étape de nettoyage naturel avant de partir dans le réseau d'eau potable. Oui. Quand est-ce qu'on pourra boire cette eau usée recyclée? Alors c'est pour dans 2 ans. Dans la guerre de l'eau, l'espoir vient de Vendée. Oui, c'est non seulement beaucoup d'espoir, mais c'est aussi beaucoup de fierté. Si l'on veut voir à quoi cela peut ressembler, il va falloir partir loin, puisque pour le moment, ça n'existe nulle part en Europe. En revanche, en Afrique, un pays est devenu précurseur et pourrait nous montrer la voie à suivre. La Namibie, l'un des États les plus arides du monde, coincé entre 2 déserts. Ils sont obligés d'innover, car regardez et écoutez à quoi ressemble leur rivière. Un Français qui habite sur place nous fait entendre le bruit de la sécheresse. Là, on dirait pas, mais on est en train de marcher dans une rivière. Voilà, bienvenue au cœur d'une rivière namibienne. Tu vois, on marche sur des millefeuilles de boue séchée. Cette année, cette rivière, elle a été en eau combien de temps à peu près? Elle a été en eau quelques heures. Quelques heures? Dans l'année, quelques heures. Dans l'année, quelques heures. Et le reste du temps, c'est comme ça? Tout à fait. Ça paraît incroyable. Nous, on a la Seine en France, on a le Rhône, ouais. On a le Rhin. Moi, ça va faire 16 ans que je suis là. J'ai vu 2 crues en 16 ans. Moi-même, avec mes yeux. On voit les traces de gouttes sur la terre. Exact. Des fossiles de gouttes, on peut dire ça? Des fossiles de gouttes, c'est un souvenir éphémère du passage de l'eau. Et une fois que l'eau est passée ici, elle ne s'arrête pas. Et le soleil peut la faire évaporer en quelques heures seulement. Dans certaines vallées de Namibie, il n'a quasiment pas plu depuis 6 ans. Comment, dans ces conditions, approvisionner en eau potable la capitale et ses 400 000 habitants? On est dans le bidonville de Katutura, qui est posé au milieu d'une zone très aride. Ici, l'eau est un combat du quotidien. Évidemment, il n'y a pas d'eau courante dans les maisons en tôle. Donc les habitants viennent remplir leurs bidons à des points d'eau collectifs. Bonjour. Elle vient d'où cette eau? Elle est fournie par la ville. C'est de l'eau de pluie, c'est quoi? C'est de l'eau recyclée. On l'utilise, il la nettoie et il la renvoie dans les tuyaux. Ok. Donc c'est de l'eau qui vient par exemple des sanitaires. Oui, c'est ça. Ok. Ça ne surprend plus personne, car ce système existe depuis plus de 50 ans. C'est la meilleure solution qu'ils ont trouvée. Et ils sont fiers de nous faire visiter leur usine.
en partie gérée par une entreprise française. Ils savent bien que leur technologie va essaimer un peu partout dans le monde. Les premiers bassins ressemblent étrangement à ceux que nous avons vus en Vendée. Rien de très ragoûtant. C'est ici qu'arrivent les eaux usées. Oui, l'eau qui se déverse ici est déjà passée par une station d'épuration. Si on la reçoit un lundi, dès le jeudi, elle est de retour dans le réseau d'eau potable. Regardez. Je vais vous montrer comment ça marche. Là, on voit vraiment bien les particules en suspension. Elles se séparent de l'eau, c'est ça? Oui, en fait, on ajoute de petites bulles. Ça fait comme de l'eau gazeuse. Cela permet aux impuretés de remonter, elles flottent et elles s'évacuent du réservoir. Par contre, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, ne tombez pas dedans. Il y a 4 mètres de profondeur et avec le gaz qu'on met à l'intérieur, la densité est réduite, vous auriez du mal à nager. Donc je vais couler. C'est bien possible. Ça fait pas rêver, hein? Les déchets organiques, les restes d'excréments, se retrouvent à la surface et forment cette mousse qu'ils vont pouvoir jeter. L'eau, déjà plus propre, poursuit son chemin entre bacs de décantation et réactions chimiques. Elle subit 15 analyses, les unes après les autres, avant l'ultime nettoyage. Et voilà l'ultrafiltration. Comment ça marche? Vous allez voir, c'est très étroit. Ah, le tout petit trou. L'eau, elle passe là-dedans? Oui, à l'intérieur. Ce minuscule tuyau trie les molécules. À la sortie, il n'y a plus aucune bactérie, ni virus. En France, en Vendée, ils rêvent de faire la même chose que vous. Est-ce que vous pensez que cette technologie peut être installée chez nous? Ah, pour la technologie, ça marcherait, c'est sûr. Ce qui va être compliqué, c'est de faire évoluer la loi. Parce que si quelqu'un vous dit « vous allez boire l'eau rejetée par vos WC seulement 4 jours plus tard », immédiatement, ça crée un rejet. Il faut du temps pour convaincre que cette eau recyclée est parfaitement potable. Vous voyez les tuyaux verts? C'est là que l'eau coule. Et maintenant, on va pouvoir goûter. Merci. Avec plaisir. Quand on voit comment elle arrive dans l'usine, de voir le résultat, c'est impressionnant. Comment vous êtes sûr qu'elle est potable? J'en suis absolument certain. Je bois cette eau, ma famille boit cette eau, mes enfants boivent cette eau, tous les jours, à la maison. Pourquoi, Hugo? Ça vous fait peur de goûter? Non, je suis curieux. J'ai hâte de voir le goût que ça a. Très bon. Ça a bon goût? Il faut simplement faire abstraction de ce qu'on a vu quelques minutes plus tôt. Comme beaucoup d'eau du robinet à travers le monde, elle a juste un petit arrière-goût de chlore. Voilà, on trinque au futur de l'eau recyclée. Santé. Santé. Recycler l'eau, certains y pensent déjà, dans leur propre habitation. Au pied des Alpes, à Grenoble, nous allons faire un saut dans le futur. Regardez ces immeubles, tout juste sortis de terre. Ils ne passent pas inaperçus. Ce que vous voyez sur le toit, ce ne sont pas de simples panneaux solaires. Ils ont une autre fonction, récupérer l'eau de pluie. En fait, c'est super simple. Quand il pleut, l'eau tombe sur ces immenses panneaux solaires, puis elle ruisselle jusque dans les gouttières que vous voyez arriver ici, et elle part en bas de l'immeuble pour être traitée. Salut Nadia. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Allez. Du sucre? Non, merci. Petit café à l'eau de pluie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Moi, je mets du sucre, je suis désolée. Non, mais t'inquiète. Hein. Et ça, au début, ça t'a pas inquiété de boire de l'eau de pluie? Mais pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être normal. Il n'y a absolument rien de dangereux. Pour moi, c'est une aventure, c'est un petit jeu. Ça fait plaisir de penser à la planète aussi. Et nous ne sommes qu'au début de nos surprises. Je crois que c'est la première fois que je demande à quelqu'un de visiter les toilettes et la salle de bain. Ben, voilà. C'est plus une douche, c'est un téléphone, ça. Il y a un écran tactile. C'est incroyable. C'est une douche à recyclage à circuit fermé. C'est un prototype qui ne fonctionne pas encore très bien, mais voilà l'idée. Au fond de la douche, un capteur détecte la qualité de l'eau. Si elle est trop savonneuse,
elle part aux eaux usées. Si elle est claire, en revanche, elle est recyclée, purifiée par des ultraviolets, et elle remonte tout de suite vers le pommeau de douche. Ok. Ah oui, donc rien ne se perd, quoi. Non. Est-ce que tu sais combien de litres t'économises par douche, à peu près? 30. 30 litres? Oui, autour de 30 litres. Ouais, donc c'est quand même beaucoup, quoi. Oui. Tu crois que c'est l'avenir, un immeuble comme celui-ci, un peu Ça partout? devrait, en tout cas. Ça devrait. 2 étages plus haut, nous poursuivons notre tournée des douches. Salut Kevin. Salut Hugo. Enchanté. Alors là, ça met un peu de temps. Donc là, on voit une lumière, ouais. Alors là, c'est une lumière verte. Alors là, c'est vert parce que jusqu'à 10 litres d'eau, en fait, ça reste vert. Une fois que ça a dépassé ce seuil de 10 litres, en fait, ça passe à la couleur bleue. Pour prendre une douche verte, pour être sous les 10 litres, c'est combien de temps? C'est quelques minutes? Ouais, c'est quelques minutes, ça va assez vite. Ça fait quoi, 4 minutes que ça coule? Et ben voilà, il est passé bleu parce qu'on a consommé 10 litres d'eau. Moi, je m'efforce de prendre des douches vertes, quoi. D'accord. Avant que ça passe au bleu, t'arrêtes? Ah bah si je prends une douche bleue, là, je m'en veux toute ma vie, quoi. Et que devient l'eau à la sortie de la machine à laver ou du lave-vaisselle? Autant vous le dire tout de suite, elle ne part pas dans les égouts. Elle dégringole jusqu'au rez-de-chaussée dans cette station de recyclage. Voilà, les eaux grises. Ah oui, elle est bien grise. Ouais, l'eau grise ensuite qui a été recyclée et traitée et réutilisée pour les jardins partagés en irrigation goutte à goutte. On est dans une économie d'eau de l'ordre de 40% et après on vise d'aller 50, 60 d'économie d'eau. Donc finalement, c'est l'eau que j'utilise pour arroser mes tomates. Dans la résidence, Kevin fait partie des locataires qui gèrent le potager commun. Vas-y, je t'en prie. De l'eau non potable, comme tu le vois. Faut pas la boire, je te le déconseille. Finalement, on lui donne une seconde vie, hein, quelque part. On va arroser les tomates. On n'a pas besoin de tirer très fort dessus, elle vient toute seule, en fait. De la tomate à l'eau recyclée. Exactement. En fait, c'est un peu l'anarchie. Ouais, mais bon, c'est ça qui est bien, c'est de la diversité, quoi. C'est une fierté pour vous de participer à ça? Ah bah oui, c'est plein de solutions qui peuvent faire avancer les choses. Faire du mieux, quoi. Ouais. J'espère. Et la même eau recyclée alimente aussi toutes les chasses d'eau de l'immeuble. Pour moi, ce qu'on fait ici, c'est le bon sens. Ça fait longtemps qu'on aurait dû arrêter de faire ses besoins dans l'eau potable. Tout le monde voit bien que la météo change et qu'il faut s'adapter. Certains sont même prêts à jouer avec les éléments. Attention à vos oreilles. Vous allez entendre le son de ces cônes métalliques, les canons anti-grêle. Ça fait beaucoup de bruit alors? Eh ben, on va l'essayer si vous voulez. Hein? Allez. Ah ouais. Ah oui, quand même. Oh. Ah, ça envoie quand même, hein? Ça envoie quand même. Oui, ça crache là, ça va. Ouais. Ah, un peu l'impression d'être dans un bombardement quand même, hein? Vous, ça vous fait rien aux oreilles? C'est quand même bien fort. Ce n'est pas une exception. Des canons comme celui-là, on en trouve un peu partout en France, principalement près des vignes ou des vergers. Ils sont remplis de bouteilles de gaz, de l'acétylène, qui sert d'explosif. Quand un orage de grêle menace l'horizon, le canon s'actionne automatiquement. L'acétylène produit une onde de choc qui monte dans le ciel jusqu'à 10 km de hauteur. Elle vient frapper le nuage et est censée casser les grêlons et ainsi protéger les cultures. L'efficacité du dispositif n'a jamais clairement été prouvée. On ne connaît pas l'impact réel en termes de modification de la météo. Les voisins, eux, ont une idée bien tranchée sur la question. Hervé est persuadé qu'à cause des canons, il pleut moins 3 mm au-dessus de chez lui. Il est bien sec, mais la première chose que j'ai entendue ce matin en me levant, c'est un canon. Donc voilà, la cause à effet. Là, vous voyez, les nuages arrivent, là, ça commence à se noircir. C'est le cas typique que dans pas longtemps, on va entendre les canons gronder.
C'est une question de minutes, là. C'est une question de minutes. Il est habitué. Les canons à côté de chez lui ont été installés il y a maintenant 4 ans. Et effectivement, comme il l'a prédit, quelques minutes plus tard, un bruit de bombardement va retentir. L'orchestre arrière en marche. Tout cela pour protéger de la grêle ces cultures de salade. Des champs démesurés, à perte de vue. Un temple de l'agriculture intensive. Voilà l'un des responsables de l'exploitation. Il est salarié d'un grand groupe de l'industrie agroalimentaire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ouais, très bien. Vous en avez combien? 2. Et ça marche? Pour moi, ça fonctionne. Depuis ce temps-là, nous n'avons plus de dégâts de grêle sur les parcelles où le canon était installé. Il y a des citoyens, des éleveurs, des agriculteurs qui font des relevés, eux, et qui assurent que depuis que ces canons anti-grêle sont en fonctionnement, il y a moins de pluie qu'avant. Ça n'a aucun effet sur la pluie. Pour moi, le meilleur exemple est cette année. Nous avons eu 3 ans d'année sèche pendant l'été. C'est vrai, c'est indéniable. Cette année, nous avons un été mouillé. Il pleut. Il pleut. Vous habitez dans un village autour? Bien sûr. Donc vous entendez les canons qui se déclenchent la nuit, le matin très tôt. Bien sûr. Et vous comprenez que ça puisse énerver les habitants de se réveiller en pleine nuit en sursaut? Je le comprends tout à fait. Mais malgré ça, vous les maintenez? Moi, si je l'utilise la nuit, c'est parce qu'il y a un risque la nuit. Maintenant, c'est pas un plaisir non plus. Il y a un règlement de la préfecture qui indique que l'utilisation de canons de la nuit est interdite, y compris les dimanches, les jours fériés, etc. Vous me l'apprenez? La guerre des nerfs a commencé. Combien de temps ces canons feront-ils vibrer la campagne? Le camp des opposants fourbit ses armes. Parmi eux, beaucoup de cultivateurs. 3-4 agriculteurs font la pluie et le beau temps, on peut le dire, sans s'occuper des centaines d'autres agriculteurs voisins. C'est ça, quoi. C'est terrible. D'autres pays vont déjà bien plus loin. En Malaisie, des avions projettent du chlorure de sodium, du sel, directement dans les nuages pour déclencher la pluie, là où ça les intéresse. Aux Émirats arabes unis, c'est le gouvernement qui l'organise. Il cherche à vider les nuages qui survolent le territoire et il assure que les précipitations ont augmenté d'au moins 10%. Et aux États-Unis, certains États ont inscrit dans la loi le droit de modifier la météo, ce qui terrifie les écologistes locaux. C'est quand même une suspicion partagée ici, partout et aux États-Unis aussi. Ça commence à bouger un peu partout. Je suis étonné que ça bouge pas plus vite que ça, quoi. Qu'on puisse encore en 2021 jouer à l'apprenti sorcier avec le climat, quoi. Une autre ligne de front s'est ouverte. Cette fois-ci, dans les Deux-Sèvres. Ces pelleteuses viennent de commencer à mordre les terres agricoles pour creuser d'immenses réservoirs. Et en face, des citoyens s'organisent. Il faut arrêter les bêtises. Nous allons nous immerger dans la guerre des bassines. C'est du forcing. On se moque du monde, on se moque des gens. Tout est saccagé, ça suffit. On va sauver notre eau. Une bassine, c'est ça. Il y en a déjà beaucoup dans la région. Ce sont des agriculteurs qui se sont lancés dans ces travaux gigantesques. Et voilà le principe. Au lieu de pomper dans la rivière quand elle est déjà quasiment à sec pour irriguer, ils construisent des bassines, les remplissent en hiver et les vident l'été, au moment où il manque le plus d'eau. Bon, ça ressemble à une bonne idée. Mais pas pour ses habitants. Actuellement, sur le bassin de l'Aume et de la Couture, il y a 14 bassines qui ont été remplies cet hiver et déjà des restrictions d'irrigation. Cette institutrice à la retraite a décidé de mener le combat. Elle veut se battre en justice et multiplie les manifestations. Je m'appelle Agnès Baudrillard et je me bats contre les bassines pour que l'eau potable reste un bien commun. Agnès lutte jour et nuit.
Elle est même prête à s'opposer aux engins de chantier. Et elle tient à nous montrer une bassine en particulier, pour casser les idées reçues. Car on pourrait penser que ces installations récupèrent seulement l'eau de la rivière qui déborde en hiver. C'est impressionnant, hein? Mais ici, regardez bien. Il n'y a pas de rivière. Il n'y en a aucune à l'horizon. Contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est pas de l'eau de pluie à Annons. Il ne pleut même pas 1 mètre par an en Poitou-Charentes. Ce n'est pas non plus de l'eau des rivières qui est en trop. Il faut à un moment dire la vérité. Ici, le pompage est fait dans la nappe phréatique. Ils pompent en hiver à 20 mètres de profondeur dans la nappe superficielle, celle qui alimente les rivières situées plus loin. L'eau, protégée sous terre, se retrouve alors en surface, sous les rayons du soleil, où une partie s'évapore. Un peu plus loin, il y a une maraîchère qui a du mal à avaler la pilule. C'est Marina, maraîchère bio. Que vient-elle d'apprendre ? Que son voisin prévoit de construire une bassine équivalente à 100 piscines olympiques. Nord-ouest de la RMZ pour survoler les bassines. Et ce sera entre 1000 et 1500 pieds. Là, on arrive vers chez toi, c'est ça? C'est ça. Là, il y a la ferme. Là-bas, tu aperçois les serres. Et ici, on va en faire une de 11 hectares. C'est au-dessus du hameau, en fait. Entre les deux routes. Voici le projet, aussi grand que 15 terrains de foot. Donc une énorme. Une énorme, ouais. Et ce n'est pas comme si c'était la première. Dans son secteur, il y a déjà 14 méga-bassines. Depuis les airs, impossible de les rater. Ah, là, il y en a une sur la droite. Elle est grande, celle-là. Il y en a 2 côte à côte. Ah ouais. Elles sont impressionnantes, hein, ces bassines. Elles se voient vraiment de loin et elles tranchent dans le paysage. Le bleu piscine, il est voyant. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Presque tous les cultivateurs de maïs veulent leur bassine. Et là, il y a 9 projets supplémentaires. Ah oui, donc ça se multiplie comme des champignons, quoi. Ça te met en colère de voir autant de bassines dans ta région? Je me dis qu'on va droit dans le mur. Pour Marina, au lieu de pomper dans les nappes phréatiques pour remplir des bassines, il faut plutôt s'adapter à la sécheresse, en économisant chaque goutte d'eau. C'est pas possible qu'on continue des années comme ça, puisque nous, on a bien été en interdiction d'irriguer au mois d'avril, parce que sécheresse au mois d'avril, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé avant 2021, quoi. Marina et son compagnon puisent le moins possible dans cette rivière, où l'on ne voit déjà plus beaucoup d'eau. Donc voilà, on est au bord de l'Aume. Quand est-ce qu'on va se réveiller et se dire, mais en fait, il faut vraiment changer notre rapport, j'allais dire presque à la nature. Nous, demain matin, s'il n'y a plus d'eau, on plus boutique, on se casse. Et puis voilà, on va faire réfugié climatique, on va aller en Irlande et voilà. Mais on reconstruira notre vie. Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos petits-enfants? Ce que ce couple ne supporte pas, c'est que ses voisins cultivent du maïs, très gourmand en eau, en particulier au milieu de l'été. Et très souvent, ces récoltes ne sont pas destinées aux consommateurs français. Elles sont exportées. Un cultivateur de maïs, en voilà un. Évidemment, il possède lui aussi une bassine pour arroser ses 30 hectares. Bonjour Guillaume. Bonjour Hugo. Enchanté. Mais de même. Merci de nous recevoir au bord de votre bassine du coup. Eh ben oui, alors nous on préfère parler de réserve d'eau. Ah, on dit pas bassine? Bah pour moi une bassine c'est un petit truc en plastique. C'est la bassine on se lave les pieds, ici on pourrait faire un peu plus. En cette fin d'été, sa retenue est presque vide. Pourquoi cultiver du maïs? Pourquoi pas se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau pendant les périodes où il n'y en a pas, justement? Le maïs, c'est une plante géniale. Pour le côté production, en tout cas en quantité, le maïs, c'est le meilleur. C'est une Formule 1. Son inconvénient, c'est qu'il va demander de l'eau quand des fois elle est moins disponible par le ciel. Donc, comme ici, j'ai de l'eau, on va dire en quantité sécurisée,
Je peux me permettre de faire du maïs. Le maïs que vous cultivez, qu'est-ce que vous en faites? Il reste en France ou il est exporté? Je ne suis pas capable d'affirmer que ça reste en France. Ça, c'est impossible à savoir pour moi. Les opposants vont vous dire la sécurité de l'eau, elle se fait au prix d'un gros impact sur l'environnement. Il faut construire ces bassines. Ça fait moins d'eau pour le milieu. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Moi, je considère que le réchauffement climatique il est d'origine humaine. Donc ces solutions naturelles, toutes seules de la nature, elles ne vont pas suffire. Les militants qui se battent en France contre ces projets ont en tête un exemple qu'ils veulent éviter à tout prix. C'est ce qu'il se passe en Espagne. Bienvenue dans le potager de l'Europe, la mer de plastique, en Andalousie. Les 3/4 des fruits et légumes cultivés ici sont exportés, dans un pays en particulier, la France. Les tomates ou l'huile d'olive que l'on trouve au supermarché viennent d'un des endroits les plus arides d'Europe. Nous ne sommes pas les seuls à trouver cela absurde. Un Espagnol a décidé de consacrer sa vie à sauver les nappes phréatiques. Il y en a qui ont la muraille de Chine. Nous, à Almeria, on a la mer de plastique. C'est tout aussi spectaculaire vu du ciel. Mais pour moi qui suis écologiste, ça m'inquiète énormément. Je m'appelle Manolo Pérez Sola, défenseur de l'environnement. J'ai 65 ans et je suis membre de l'association Aquifères Vivants. L'eau la plus précieuse, c'est celle qu'on ne voit jamais. L'eau souterraine, c'est la vie. C'est comme le sang qui coule dans nos veines. On ne la voit pas, mais c'est elle qui nous maintient en vie. L'Andalousie, c'est le paradis des entreprises de forage. Pour abreuver ces tout nouveaux champs d'oliviers plantés sur un sol désertique, les cultivateurs pompent partout et toujours plus profond. Ah ça y est, on va voir l'eau. Ah oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Nous n'avons pas eu besoin de chercher longtemps pour filmer cette scène. Ce chantier est légal. Il trouve de l'eau 33 mètres plus bas. Ah, il y en a de l'eau, hein. Il y en a. Attention, il recule. Pour les champs, c'est de l'or. Parce que s'il n'y a pas d'eau, comment voulez-vous que les oliviers poussent? Et ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et il y a pire, les puits clandestins. Le gouvernement espagnol reconnaît qu'il y en a plus de 500 000 dans tout le pays. C'est devenu l'obsession de Manolo, dénicher ces puits cachés et déposer plainte. Là, il y a un puits. Oui, il y en a peut-être même 2. Avec les membres de son association, il arrive à prouver que certaines installations pompent bien plus que le quota autorisé. Voilà, vous allez voir un des puits qui approvisionne tous les champs d'oliviers autour de nous. Et il est possible que soit le puits pompe à un débit trop élevé, soit il pompe au-delà de la profondeur autorisée. Oui, parfois le puits est déclaré à 100 mètres de profondeur, mais en fait, il fait 800 mètres. Manolo est devenu la bête noire de l'agro-industrie, depuis qu'il a réussi à faire condamner une entreprise de la région. Elle a dû payer plus d'1 million d'euros d'amende pour avoir foré des puits clandestins. Cette entreprise, c'est un des plus grands producteurs d'huile d'olive de la province d'Almeria. Nous repenserons à Manolo quand nous tomberons sur une bouteille d'huile d'olive produite ici, et à son combat pour fermer quelques puits dans ces oliveraies verdoyantes sorties du désert. Nous sommes vraiment très en colère. Et ce que nous n'obtenons pas du gouvernement, nous voulons l'obtenir grâce aux consommateurs. C'est à nous tous de dire non, nous n'achèterons plus d'huile produite dans ces conditions. Les oliviers sont installés aux portes de ce paysage que vous avez probablement déjà vu, dans des westerns. Et oui, c'est ici que l'on tournait les films de Sergio Leone.
Il y a plus d'eau qui sort que d'eau qui rentre. Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas viable. Dans très peu de temps, nos dernières réserves auront disparu. Après un tel tournage, nous nous demandons comment se portent nos réserves souterraines, en France. Nous avons tous de l'eau sous nos pieds, partout, et on s'y intéresse trop peu. Qui sait même à quoi ressemble exactement une nappe phréatique? La plupart du temps, ce sont des couches de sable ou de gravier gorgées d'eau. Ailleurs, ce sont des roches dures, avec des failles ou des fissures. Et parfois, de petites rivières. C'est là où nous allons essayer de nous glisser. Direction les gorges de l'Hérault, dans la grotte de Clamouze, où nous retrouvons Emma, l'hydrologue, lanceuse d'alerte. T'étais déjà allée dans une grotte comme ça? Oui, mais effectivement, celle-là, je ne l'avais jamais visitée. C'est quoi ça? On va voir, regarde. Il y a de l'eau en fait dessus là. Ouais. Ça continue à couler. Elle vient d'où cette eau? Toute cette humidité que tu vois là, de cette eau, on a l'impression que la roche transpire. En fait, c'est de l'eau qui s'est infiltrée, qui vient des eaux de pluie, et si tu veux, qui continue son chemin, qui passe jusqu'ici et qui va ensuite aller rejoindre la nappe. Donc même avec l'été 2021 très pluvieux qu'on a eu, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les nappes phréatiques se sont rechargées à bloc. Non, effectivement, pas forcément. Les nappes superficielles se sont rechargées assez vite vu les quantités de pluie astronomiques qu'on a eues en France. Par contre, dès qu'on est dans des nappes beaucoup plus profondes ou dans des systèmes beaucoup plus complexes comme celui-là, ça met beaucoup plus de temps et il faut beaucoup plus d'eau. Aujourd'hui, la nappe, elle est 43 mètres plus bas que le niveau qu'on avait il y a 10 ans. Elle n'est absolument pas accessible aujourd'hui, puisqu'il faut mettre 2-3 heures, si tu veux, de spéléo pour vraiment y accéder. Ah, tu nous donnes une idée? Ouais. Il nous faut un guide. Sandro accepte de nous emmener. Il est le premier à avoir découvert la nappe. On y va? La petite lumière. Faut pas être claustro ici. Et s'il nous offre une matinée de son temps libre, c'est qu'il veut que chacun sache ce qu'il se passe ici. À quel point le niveau baisse. C'est là qu'on comprend l'utilité du casque. Ouais, et de la combi aussi. Et de la combi. Et des gants. Et des gants. 1h30 de descente. N'oublie pas de bien assurer tes appuis. Nous sommes 150 mètres sous la surface. Faut se faufiler dans la faille, là. Là, ça passe, hein. Faut rentrer un peu le ventre. Faites attention à tâter avec vos pieds. C'est bon, Hugo? Ouais. Et là, on va encore descendre un peu plus profond. Et nous arrivons là où Sandro espérait la voir. Là où l'eau coulait encore la dernière fois. Alors, tu vois ici, Hugo, qu'il y a 4 ans, l'eau était, elle circulait, voire là, tu marchais dans l'eau. Tu étais obligé de monter un petit peu plus haut sur les parois pour ne pas mettre tes pieds dans l'eau. Et là, c'est à sec? Là, c'est à sec, ouais. C'est la première fois que ça arrive? C'est la première fois que je l'observe comme ça, oui. Il faut encore s'enfoncer d'une dizaine de mètres supplémentaires. C'est là où nous prenons conscience du stock d'eau perdu ces dernières années. Tu vas pouvoir commencer à l'apercevoir. Waouh, c'est magnifique. C'est fou. Ça, c'est le trésor qu'on a tous sous nos pieds, quoi. Ouais. On doit tout faire pour le préserver. Tu vois la clarté de l'eau. C'est un oasis. Ça t'inquiète de voir le niveau qu'elle a perdu en quelques années? Oui, très clairement, oui. Disons que la prochaine guerre, ça pourrait être très bien la guerre de l'eau et pas la guerre de l'or ou du pétrole. Le manque d'eau a des conséquences directes à la surface. Nous l'avons tous vu cet été, avec la multiplication des méga-feux. Dans le Var, 7000 hectares sont partis en fumée. Les pompiers doivent désormais suivre l'état de la sécheresse et des réserves en eau. Et pour cela, ils ont décidé d'embaucher dans leur rang un expert météo. Salut Johan. Salut Hugo. Ça va? Très bien et toi? Ça va. Donc c'est toi les yeux et les oreilles des pompiers du Var? Voilà, en quelque sorte oui c'est ça. Et là c'est une de tes 60 stations météo, c'est ça? Tout à fait, ce sont des points de mesure qu'on se sert pour surveiller la météo en temps réel dans le département.
Comment il évolue le climat dans le Var ces dernières années? Je suis natif d'ici, donc j'ai vu le climat évoluer, j'ai 25 ans. Et ce qu'on voit quand il pleut maintenant, ça va être en 24-48 heures des quantités astronomiques. Et les étés sont très secs, très chauds. Et on peut avoir des périodes sèches très longues, de plusieurs mois. Cet été, il s'est retrouvé au front pendant 10 jours d'affilée. Ouais, vas-y, un petit peu, ouais. Ce feu s'est propagé à une vitesse exceptionnelle. Les pompiers n'avaient jamais vu ça. Jusqu'à 8 km/h, la vitesse d'un homme qui court dans les bois. Concentration maximale, là. Là, le feu est dans ce versant-là. Oh putain, ouais, là, c'est bon. Regarde, là, même là, il arrive. Hein. Même là-haut. Comment expliquer une telle rapidité? Le vent, mais aussi l'état des arbres, bien trop secs. On voit que c'est très virulent comme feu. L'obscurité des panaches, la vitesse de propagation, la taille des flammes, comment les végétaux s'embrasent. J'ai déjà vu des gros feux, mais quand ça a cette ampleur-là, on prend la pleine mesure des choses et ça fait mal. C'est un terroir qui est magnifique. Là, on dirait qu'ils ont fondu les troncs carrément. Quand on passe la main, on voit que tout s'effrite, c'est complètement détruit, c'est de la poudre. En plus de ça, ça a vraiment atteint le haut de la végétation, donc ça, c'est le signe que la forêt était vraiment en stress hydrique très marqué. La sécheresse provoque aussi d'autres dégâts. Moins spectaculaires, plus insidieux. Retournons en Vendée, à la rencontre du propriétaire de cette maison, victime, comme tant d'autres dans la région, du manque d'eau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir, pour vous montrer l'état de notre maison. Cette fissure qu'on voit là, c'est apparu après une sécheresse, c'est ça? Après une sécheresse, oui, c'est les premières fissures. Ah bah, si on se baisse, on voit au travers maintenant. Hein. Ah oui, le mur s'est soulevé quoi. Tout s'est complètement décalé. Ces portes-là, on peut plus les utiliser? On peut plus les utiliser. Mais c'est complètement de travers en fait. C'est complètement de travers maintenant. Si on les ouvre, on les referme plus. D'accord. Merci de passer sur le côté gauche pour entrer. Là, c'est impressionnant. Hein. Ah bah là, c'est... Oh là là. Et sur toute la longueur de la maison, quand est-ce qu'elles sont apparues, les premières fissures? Les premières fissures sont apparues début septembre 2016. 2016 a été quand même très chaud et très sec. Donc c'est clairement une conséquence du changement climatique? C'est clairement le changement climatique. Sa maison est construite sur un sol argileux, un sol qui garde l'eau. Quand il pleut régulièrement, tout va bien. Mais ces dernières années, tout a changé. Il y a eu des mois de sécheresse exceptionnels, où le sol s'assèche, se rétracte, suivi juste après par des pluies diluviennes. L'argile se gorge d'eau, gonfle. Bref, le sol bouge. Et la maison craque. Et ça nous a fait beaucoup vieillir. C'est-à-dire ça nous a empêchés de dormir, c'est beaucoup de stress. Le patrimoine, là, c'est le patrimoine d'une vie. Il part à l'eau. C'est le cas, entre guillemets. À l'intérieur aussi, il y a des fissures? Oh oui, beaucoup, je vais vous les montrer. Ah oui, d'accord. Ah ouais, le salon, il est complètement fondu. La dalle ici s'ouvre. Ouais. Le sol s'ouvre sous vos pieds, quoi. 1 millier d'autres maisons sont abîmées par les fissures, rien qu'en Vendée. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré 2 années de suite. Voilà comment ça se passe sur les murs. Ah oui. Alors là, ça s'est aggravé cette année d'une manière phénoménale. Ça s'ouvre beaucoup, il y a même un bout qui est sur le point de tomber. Hein. On voit que le carrelage s'est complètement effondré. Les fenêtres, elles ont complètement bougé. La fenêtre, on voit le jour aussi au travers. C'est quelque chose qui vous mine le moral, quoi, ces fissures. Elles fissurent la maison, mais elles fissurent aussi votre moral. Ça depuis longtemps, oui, bien sûr. Bien sûr. Et là c'est pas réparable. Ouais. C'est pas réparable. Face à cette situation, la France a décidé de se pencher plus précisément sur l'état de notre sous-sol. Nous commençons à cartographier la morphologie de nos nappes phréatiques les plus profondes. Ça a débuté il y a 3 semaines, grâce à cet hélicoptère et son antenne géante. Une technique utilisée jusqu'à présent dans l'industrie minière pour repérer de nouveaux gisements de pétrole. On est là, sur ce champ. C'est ici qu'on va décoller. Ok, let's go. Aujourd'hui, c'est de l'eau qu'ils recherchent.
Ils traquent les entrailles de la Terre pour comprendre comment les nappes se remplissent, comment elles se vident, comment elles interagissent entre elles. Ce genre de technologie permet d'avoir une vision 3D plus claire, plus détaillée, jusqu'à 300-400 mètres de profondeur, des nappes d'eau souterraines. L'hélicoptère va ainsi parcourir 1500 km au fil des semaines. On a des nappes d'eau souterraines qui, par endroits, sont plutôt stables et d'autres sont en baisse régulière depuis plus d'une vingtaine d'années. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette baisse, est-ce qu'elle est naturelle, est-ce qu'elle est liée au changement climatique, pour pouvoir proposer des solutions pour pouvoir éviter une guerre de l'eau. Nous ne connaissons pas encore assez bien nos réserves souterraines. Certaines régions françaises regorgent d'eau, quand d'autres voient arriver une sécheresse inquiétante. Avec ce projet, nous allons essayer d'anticiper les pénuries à venir pour avoir le temps de nous organiser, inventer de nouvelles pratiques, recycler, partager. L'eau est à tout le monde. Il faut que chacun puisse en bénéficier.